Alors, quels sont les principaux rôles des mitochondries? Premièrement, la production d'énergie. Les mitochondries sont des centrales énergétiques de la cellule. Elles produisent de l'ATP ou adénosine triphosphate, qui est la principale source d'énergie pour toutes les activités cellulaires. Elles y arrivent en utilisant les nutriments comme le glucose et les acides gras avec l'oxygène pour produire cette énergie via un processus appelé respiration cellulaire. Sans les mitochondries en bonne santé, les cellules n'auraient pas assez d'énergie pour fonctionner correctement. Deuxièmement, la régulation du métabolisme cellulaire. Les mitochondries aident à réguler le métabolisme cellulaire, c'est-à-dire les processus qui permettent de produire ou de stocker de l'énergie selon les besoins du corps. Elles décident, entre guillemets, si la cellule doit produire plus d'énergie, brûler les graisses ou stocker des nutriments en fonction des signaux qu'elles reçoivent. Cela permet au corps de s'adapter aux conditions changeantes, comme le jeûne, l'exercice ou l'alimentation. Troisième rôle des mitochondries, la signalisation cellulaire. En effet, les mitochondries participent aussi à la communication entre les cellules. Elles envoient des signaux pour aider les cellules à réagir à leur environnement. Par exemple, elles peuvent envoyer des signaux pour déclencher des réponses au stress, favoriser la croissance cellulaire ou ajuster l'activité métabolique. Ces signaux sont essentiels pour la coordination des fonctions de tout l'organisme. Quatrième rôle, l'apoptose ou mort cellulaire programmée. Les mitochondries jouent un rôle clé dans l'apoptose, qui est un processus par lequel les cellules endommagées ou inutiles sont éliminées de manière contrôlée pour ne pas nuire à l'organisme. Si une cellule devient dangereuse, par exemple parce qu'elle est trop endommagée ou infectée, les mitochondries peuvent libérer des protéines qui déclenchent la mort de la cellule. C'est un mécanisme essentiel pour prévenir des problèmes comme le cancer. Cinquième rôle, gestion du stress oxydatif. Les mitochondries produisent des radicaux libres, qui sont des molécules instables lorsqu'elles génèrent de l'énergie. Ces radicaux libres peuvent endommager la cellule, donc c'est un processus appelé stress oxydatif. Les mitochondries ont donc un système de défense qui inclut des antioxydants pour neutraliser ces radicaux libres. Si ce système de défense était dépassé, cela peut causer des dommages à l'ADN, aux protéines et aux lipides, et donc ça peut entraîner plusieurs maladies. Le maintien d'un bon équilibre entre production de radicaux libres et défense antioxydante est essentiel pour la santé des mitochondries. L'épigénétique, pour faire simple, est comme un interrupteur qui allume ou éteint certains gènes en fonction de ce que vit l'organisme, influençant ainsi son développement et son adaptation à l'environnement. La régulation épigénétique contrôle l'activité des gènes sans modifier la séquence d'ADN. C'est comme un système d'interrupteur qui allume ou éteint certains gènes pour réguler la façon dont une cellule fonctionne. La méthylation de l'ADN est l'ajout de petites étiquettes chimiques appelées groupes méthyle sur certaines parties de l'ADN, généralement sur des bases cytosines. Quand ces marques sont ajoutées à un gène, elles ferment ce gène, l'empêchant d'être lu. Cela signifie que le gène est éteint et ne produit pas les protéines qu'il devrait normalement produire. L'épigénétique permet également une régulation sur le long terme. Les marques épigénétiques peuvent rester sur l'ADN pendant longtemps ou même toute la vie. Donc, cela signifie qu'un gène a été éteint pendant le développement et peut rester inactif pour toujours. Parlons maintenant des histones. Les histones, ce sont des protéines autour duquel l'ADN s'enroule, comme du fil autour d'une bobine. Ces histones peuvent être modifiées par des marques chimiques qui influencent la façon dont l'ADN est empaqueté. Si l'ADN est très serré autour des histones, il est difficile de lire les gènes. Au contraire, si l'ADN est plus relâché, les gènes peuvent être activés plus facilement. Les modifications des histones, comme l'acétylation, la méthylation et la phosphorylation, aident donc à contrôler l'accès à l'ADN. Voilà, donc ça c'est le mode de fonctionnement de l'épigénétique. Maintenant, l'épigénétique, à quoi ça sert? Il y a 4 rôles principaux que je vais résumer rapidement. Premièrement, c'est l'adaptation à l'environnement. S'il y a un changement dans l'environnement, comme un stress ou des stress, changement d'alimentation, conditions météorologiques,
présence de toxines, etc. L'épigénétique permet de modifier l'expression des gènes et de s'adapter à ces changements. Deuxièmement, le développement embryonnaire. Donc, ça permet aux cellules de devenir ce qu'elles doivent devenir, des cellules de peau, des cellules de muscles, etc. Troisièmement, une partie de l'épigénétique se transmet d'une génération à l'autre, c'est-à-dire que l'expression des gènes ou l'inexpression des gènes peut se transmettre d'une génération à l'autre. Prenons un exemple un peu controversé. Pourquoi, par exemple, l'obésité se transmet souvent de génération en génération? Eh bien, il y a une bonne partie qui est due à l'épigénétique. Enfin et surtout, l'épigénétique a un rôle dans les maladies, notamment les maladies auto-immunes, les cancers et le vieillissement également, ça nous concerne donc, parce que dans certains cas, les gènes les mauvais gènes, on va dire, qui activent des tumeurs ou qui activent des maladies, ne sont pas bloqués, alors qu'au contraire, des gènes qui peuvent supprimer des tumeurs ou des mauvaises cellules sont bloqués. Et donc, il y a un mauvais fonctionnement auquel, avec des bonnes pratiques, une bonne hygiène de vie, on peut agir sur cette épigénétique. Voilà. Et donc, en résumé, l'épigénétique joue un rôle très important dans le fonctionnement des gènes et dans l'adaptation à l'environnement. La réparation des tissus par les cellules souches est un processus où ces cellules spécialisées aident à régénérer et réparer des parties du corps endommagées, comme le cœur, les muscles ou le cerveau. Les cellules souches sont uniques parce qu'elles peuvent se transformer en différents types de cellules et remplacer les cellules mortes ou abîmées. Voici une explication simple des différents types de cellules souches et leur rôle dans la réparation des tissus, y compris le myocarde, c'est-à-dire le muscle cardiaque, et les neurones, qui sont bien sûr les cellules du cerveau. Premièrement, parlons du rôle des cellules souches dans la réparation du myocarde. Lorsque le cœur est endommagé, par exemple à cause d'une crise cardiaque, des cellules souches peuvent être utilisées pour réparer le tissu musculaire du cœur. Le myocarde, c'est-à-dire le muscle cardiaque, a une capacité limitée à se régénérer seul. Donc, les cellules souches peuvent aider à remplacer les cellules musculaires perdues et à restaurer la fonction du cœur. Parlons des cellules souches résidentes. Dans certains tissus, y compris le cœur, il existe des cellules souches résidentes qui sont déjà présentes dans le tissu et prêtes à agir en cas de dommage. Ces cellules peuvent se transformer en cellules spécifiques du tissu, comme les cellules musculaires cardiaques, pour aider la réparation. Cependant, dans le cœur, les cellules souches résidentes sont peu nombreuses et leur capacité à réparer les dommages est limitée, ce qui rend la recherche sur les cellules souches supplémentaires encore plus importante. Parlons maintenant des cellules souches mésenchymateuses. Ces cellules souches mésenchymateuses sont des cellules qui peuvent se transformer en plusieurs types de cellules, comme les cellules osseuses, cartilagineuses et musculaires. Elles se trouvent généralement dans la moelle osseuse, mais aussi dans le tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse, et peuvent être utilisées pour réparer différents tissus, y compris le cœur. Lorsqu'elles sont implantées dans un cœur endommagé, elles peuvent aider à diminuer l'inflammation, stimuler la régénération des cellules cardiaques et favoriser la cicatrisation. Parlons maintenant des cellules souches pluripotentes induites. Ce sont des cellules qui sont bien sûr créées en laboratoire à partir de cellules adultes comme des cellules de la peau. Elles sont reprogrammées pour revenir à un état similaire à celui des cellules souches embryonnaires, ce qui leur permet de devenir n'importe quel type de cellule dans le corps. Ces cellules sont très prometteuses pour la réparation du myocarde, parce qu'elles peuvent être transformées en cellules musculaires cardiaques et utilisées pour remplacer les cellules mortes après une crise cardiaque. Quel est le rôle des cellules souches dans la réparation des neurones, c'est-à-dire les cellules du cerveau?
Les neurones sont les cellules du cerveau et du système nerveux qui transmettent les signaux électriques. Lorsque ces cellules sont endommagées, comme dans le cas d'une lésion cérébrale ou d'une maladie neurodégénérative, les cellules souches peuvent être utilisées pour aider à les remplacer et à réparer les connexions perdues. La régénération des neurones est un défi, mais les cellules souches offrent une grande promesse dans ce domaine. Parlons maintenant des cellules souches neurales. Les cellules souches neurales sont des cellules souches spécifiques au système nerveux central, c'est-à-dire concernant le cerveau et la moelle épinière. Elles peuvent se transformer en différents types de cellules du cerveau, comme des neurones ou des cellules gliales. Ce sont des cellules qui soutiennent les neurones. Ces cellules sont présentes naturellement dans certaines régions du cerveau et aident alors à la régénération neuronale, bien que cette capacité soit limitée chez les adultes. La recherche vise à utiliser ces cellules pour traiter des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou les accidents vasculaires cérébraux. Enfin, les cellules souches mésenchymateuses dans la réparation des neurones sont aussi étudiées pour la réparation neuronale. Bien qu'elles ne se transforment pas directement en neurones, elles peuvent sécréter des substances qui aident à protéger les neurones existants et à encourager leur régénération. Elles réduisent l'inflammation dans les zones endommagées et créent un environnement favorable à la réparation. Ce qui est intéressant à savoir, bien sûr, c'est qu'avec nos règles de bonne hygiène de vie et avec l'aide de certains compléments alimentaires bien adaptés, on peut, de façon naturelle, augmenter l'activité de ces cellules souches et donc améliorer la réparation, si besoin, des cellules du cœur et des neurones, entre autres. Puisque ces cellules, là je fais une petite parenthèse, mais ces cellules ne se régénèrent pas, contrairement à la plupart des cellules de l'organisme. Donc, en aidant ces cellules, en aidant ces organes, ou ces cellules, à se régénérer, eh bien, on permet le fonctionnement dans de meilleures conditions jusqu'à un âge avancé de ces organes. Le maintien de l'intégrité du système immunitaire est essentiel pour protéger le corps contre les infections, les maladies et pour garder un équilibre entre défense et tolérance. Cependant, avec le vieillissement, le système immunitaire change et certains de ses aspects deviennent moins efficaces. Voici une explication simple des impacts du vieillissement sur le système immunitaire et des défis qu'il rencontre. Quel est l'impact du vieillissement sur le système immunitaire ? Avec l'âge, bien sûr, il devient moins efficace. Ce processus est appelé immunosénescence. Cela signifie que nos défenses naturelles contre les maladies ralentissent, rendant les personnes âgées plus vulnérables aux infections, comme la grippe ou la pneumonie, et aux maladies chroniques, comme le cancer. On note également une réduction de la production de nouvelles cellules immunitaires, car avec l'âge, la production de ces nouvelles cellules, en particulier dans la moelle osseuse et dans le thymus, un organe clé pour la production de certains globules blancs, diminue. Cela inclut des cellules comme les lymphocytes T et B, qui sont essentielles pour combattre les infections et produire des anticorps. Comme ces cellules sont produites en plus petite quantité, le corps a de plus en plus de mal à réagir rapidement à de nouvelles infections. On note également une altération de la fonction des cellules immunitaires. Non seulement la production des cellules immunitaires diminue, mais les cellules immunitaires existantes deviennent aussi moins efficaces. Par exemple, les lymphocytes T, qui tuent les cellules infectées ou cancéreuses, deviennent moins actifs. Les macrophages, qui mangent les débris et les microbes, deviennent moins capables de reconnaître et d'éliminer les menaces. Cette diminution de l'efficacité des cellules immunitaires rend le corps plus lent à répondre aux infections et moins capable de les éliminer. On note également une dysrégulation de l'inflammation, car avec le vieillissement, il y a souvent une augmentation de l'inflammation chronique, appelée en anglais inflammation aging. Cela signifie que le corps est constamment dans un état de faible inflammation, même sans infection ou blessure.
Cette inflammation constante peut affaiblir les défenses immunitaires, contribuer à des maladies chroniques, comme les maladies cardiaques ou le diabète, et accélérer le vieillissement global. C'est un peu comme si l'alarme du corps était constamment allumée, même quand il n'y a pas de vrai danger. On note également une réduction de la capacité à maintenir la tolérance immunitaire. C'est quoi la tolérance immunitaire? C'est la capacité du système immunitaire à reconnaître ce qui appartient au corps, comme ses propres cellules, et ce qui est étranger, comme les virus ou les bactéries. Avec l'âge, cette tolérance diminue, ce qui peut entraîner des problèmes comme des maladies auto-immunes, où le système immunitaire attaque par erreur les cellules du corps. Une réactivité excessive aux menaces mineures qui peut causer des inflammations inutiles et endommager les tissus. On va dire en résumé que le vieillissement et le système immunitaire devient de moins en moins performant avec l'âge. Donc, ce qui rend les personnes âgées plus vulnérables aux infections et aux maladies chroniques. Comme toujours, bien sûr, avec une bonne hygiène de vie et si besoin des compléments alimentaires, on peut maintenir longtemps cette intégrité du système immunitaire. La stabilité génomique, c'est la capacité des cellules à maintenir leur ADN intact et à éviter les erreurs ou les dommages qui pourraient entraîner des maladies comme le cancer. Cette stabilité est essentielle pour préserver l'information génétique d'une génération de cellules à l'autre. Plusieurs mécanismes existent pour protéger et réparer l'ADN et pour contrôler la division des cellules afin de minimiser les erreurs. Voici une explication simple des principaux aspects impliqués dans la stabilité génomique. La fidélité de la réplication de l'ADN. Car la réplication de l'ADN est le processus par lequel une cellule copie son ADN avant de se diviser. C'est essentiel pour que chaque cellule fille reçoive une copie exacte de l'ADN parental. Ce processus doit être très fidèle, c'est-à-dire précis, pour éviter les mutations. Les enzymes responsables de la réplication comme l'ADN polymérase sont très efficaces et vérifient régulièrement les erreurs, corrigeant la plupart d'entre elles avant qu'elles ne causent des dommages. La réparation des dommages à l'ADN. L'ADN est le plus souvent endommagé par des facteurs comme les rayons ultraviolets, les radiations, les produits chimiques ou même des erreurs lors de la réplication. Pour maintenir la stabilité génomique, les cellules disposent de divers mécanismes pour réparer les dommages à l'ADN. Il existe plusieurs voies de réparation selon le type de dommage. La réparation par excision, les segments endommagés de l'ADN sont coupés et remplacés par des séquences correctes. Réparation des cassures double brin, les cassures dans les deux brins de l'ADN sont réparées par recombinaison ou liaison directe. Le contrôle de la division cellulaire. La division cellulaire est strictement contrôlée pour éviter la propagation des cellules avec un ADN endommagé ou mal répliqué. Si une cellule ne parvient pas à réparer son ADN correctement, elle doit arrêter de se diviser ou être éliminée par un processus appelé apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. Cela empêche la transmission des erreurs aux cellules filles. On a également des mécanismes de maintien de la stabilité génomique. Plusieurs mécanismes travaillent ensemble pour maintenir cette stabilité de l'ADN. Système de réparation de l'ADN pour corriger les erreurs ou les dommages, point de contrôle du cycle cellulaire pour bloquer la division des cellules endommagées. Des protéines de surveillance comme la P53 qui détectent les dommages à l'ADN et déclenchent les réponses de réparation ou d'arrêt de la division cellulaire. Les mécanismes de réparation de l'ADN. Les cellules disposent de plusieurs mécanismes spécifiques pour réparer différents types de dommages à l'ADN. Réparation par excision de base pour les petites altérations des bases de l'ADN. Réparation par excision de nucléotides pour les dommages plus importants comme ceux causés par les ultraviolets. Réparation des mésappariements corrige les erreurs qui surviennent lors de la réplication de l'ADN. Réparation des cassures double brin pour réparer les cassures dans l'ADN.
Ces mécanismes sont donc essentiels pour empêcher que des mutations ne s'accumulent dans l'ADN. Enfin, les points de contrôle du cycle cellulaire. Ces points de contrôle sont des moments clés où la cellule vérifie si l'ADN est endommagé ou mal répliqué avant de passer à l'étape suivante de la division. Si des erreurs sont détectées, la cellule peut arrêter le cycle pour donner du temps au mécanisme de réparation d'agir ou déclencher l'apoptose si les dommages sont trop importants. Les systèmes antioxydants et la réponse au stress. Les radicaux libres produits par le métabolisme normal ou par des facteurs externes comme la pollution ou les radiations peuvent endommager l'ADN. Pour limiter ce stress oxydatif, les cellules disposent de systèmes antioxydants qui neutralisent ces radicaux libres avant qu'ils ne causent des dommages importants à l'ADN. Ces systèmes comprennent des molécules comme la glutathion, la superoxyde dismutase et la catalase qui éliminent les radicaux libres. La régulation du cycle cellulaire, en résumé, est divisée en 4 phases. La phase G1, la cellule grandit, se prépare à répliquer son ADN. La phase S, l'ADN est dupliqué. La phase G2, la cellule se prépare à se diviser. Et enfin, la phase M, la cellule se divise en deux filles. C'est la mitose. Ces phases sont contrôlées par des points de contrôle pour éviter les erreurs. L'apoptose est la mort cellulaire programmée qui peut être activée par 2 voies. La voie intrinsèque, qui est déclenchée par des signaux internes de la cellule, souvent via les mitochondries, dont on a déjà parlé. C'est un des rôles supplémentaires des mitochondries. La voie extrinsèque, qui est déclenchée par des signaux externes via des récepteurs à la surface de la cellule. La régulation du cycle cellulaire et de l'apoptose permet de s'assurer que les cellules endommagées ne se divisent pas et que les cellules qui ne peuvent pas être réparées soient éliminées de manière ordonnée. Cela permet de maintenir l'équilibre et la santé des tissus dans le corps. Régulation du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est le processus par lequel une cellule grandit, copie son ADN et se divise pour donner naissance à 2 cellules filles. Il est divisé en plusieurs phases, chacune étant soigneusement régulée pour s'assurer que tout se passe correctement.